Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Dr. Antai Lee, médecin anesthésiste et écrivain. Antai a écrit le récit de sa vie, La mer des incertitudes. Antai quitte le Vietnam à l'âge de 13 ans avec ses frères et sœurs, laissant derrière lui son père et sa mère. Après un éprouvant périple en mer, Antai est orienté, avec l'une de ses sœurs, vers le Canada, alors que le reste de sa fratrie est réparti aux quatre coins du globe. Le livre de Antai raconte sa jeunesse au Vietnam et sa fuite vers le Canada en tant que réfugié. Il s'installe à Trois-Rivières avec sa sœur, ne parle pas français, mais parvient néanmoins à entrer en médecine quelques années plus tard. Le témoignage de Antai est remarquable. Il exprime une grande gratitude et reconnaissance pour le Canada qui l'a accueilli avec sa sœur il y a plusieurs décennies. Cet entretien ne peut qu'inspirer humilité et optimisme face à l'avenir. Je vous invite à écouter et réécouter ce témoignage poignant et à lire le livre La mer des incertitudes. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Antai, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à mon balado. Ça fait un moment que je t'ai sollicité, puis c'était pour parler. On s'est connus, écoute, le monde est petit. On s'est connus à Baie-Saint-Paul en remplacement. Donc, finalement, on a réalisé que tu connaissais mon frère. Puis là, tu as commencé à me parler de ton histoire, de ton roman que tu voulais publier, puis que tu as réussi finalement donc, à publier aux éditions DLL Presse, donc qui s'intitule La mer des incertitudes, que j'ai lu, qui est excellent. Là, je le recommande à tous les auditeurs, puis on va en parler pendant l'entrevue. Là, mais je me demandais d'abord pourquoi ce livre, Antai, pourquoi le besoin d'écrire ton histoire? Cette histoire de mon parcours de réfugié, je le porte avec moi depuis les premiers jours au Canada. Évidemment, je n'avais pas d'ambition de mettre ça en écrit au tout début parce que, d'abord, j'étais jeune, je ne parlais pas français, j'étais un peu dépourvu, un peu de tout. Graduellement, rendu à 2023, c'est quand même une année qui a marqué 40 ans que je suis parti de chez moi, parti du Vietnam. C'est donc une année qui tout indiqué pour moi pour retracer mon parcours. Et puis aussi, pour moi, c'est une occasion pour que un exercice de reconnaissance, un devoir de mémoire envers tous les gestes de bonté que j'ai reçus pendant mon parcours. Et puis aussi pour parler de mon pays d'accueil, qui est le Canada, qui qui m'a offert énormément de générosité et puis qui m'a permis de me réaliser pleinement pendant toute ma vie au Canada. OK. Dis-moi, est-ce que c'était difficile d'écrire en français ou puis je me demandais, est-ce que tu réfléchis en vietnamien puis tu traduis ou dans ta tête pendant que tu penses à tes souvenirs, là, comment est-ce que tu gères ça, disons?
Mais je regarde que mon vietnamien, c'est un vietnamien de 13 ans qui rétrécit quand même d'année en année, étant donné que je vis sans parents. De sorte que mon usage vietnamien est quand même très limité pendant toute ma vie ici au Canada. Et puis, rapidement, le français est devenu pour moi une langue d'usage. Fait que de sorte que non, je réfléchis toujours en français, puis j'écris en français. Le français, c'est pour moi, c'est une langue acquise. Fait que je n'ai pas de réflexe que vous, les Québécois de souche, ont. Fait que pour moi, le bon français écrit, des fois, j'ai l'impression que ça me glisse entre les doigts. Fait que je dois travailler fort pour tous mes textes. Des fois, je laisse tomber à côté, puis je reviens un peu plus tard, parce que aussi, je n'ai pas de talent linguistique comme certaines personnes peuvent en avoir. Mm-hmm. Dis-moi, on va parler beaucoup là, tu parlais des gens que tu as rencontrés sur ton parcours, mais avec le recul, là, quand tu as eu une vie extraordinaire, je veux dire, c'est incroyable là, d'être rendu là où tu es aujourd'hui, mais quand tu portes un regard sur ce que tu as vécu, as-tu de l'amertume, de la reconnaissance? S'il y avait un mot là, pour témoigner sur ce que tu ressens ou... C'est vraiment la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un sentiment qui prédomine dans tous mes sentiments que je peux ressentir pendant tout mon parcours. C'est sûr qu'il y a aussi des moments de tristesse parce que comme je n'ai pas pu retrouver ma famille, comme je n'ai pas pu... comment je dirais ça, je n'ai pas pu retrouver toutes les amours de mon enfance. Et puis aussi, il y a eu quand même des blessures pendant la traversée en mer qui est extrêmement marquée pour moi. Tout ça, quand même, c'est des sentiments de tristesse, mais après tout, beaucoup de sentiments de soulagement puis de reconnaissance. OK. Puis, j'avais le mot résilience en tête. Moi, je me disais, ça prend beaucoup de résilience pour subir ce que tu as subi, puis accomplir. C'est drôle. C'est drôle, hein? Les gens me parlent beaucoup de ce mot-là. Okay. Jean-Pierre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai à peu près comme j'ai subi le cours de l'existence. Tu comprends-tu? J'étais un peu dépourvu. J'étais un peu vraiment là, privé. Je nageais dans l'inconnu. Fait que j'ai suivi le cours de l'existence avec ce que je pouvais. Mais j'ai eu beaucoup de la chance pendant toute cette période-là. J'ai eu beaucoup de gestes là, de bonté. Mes voisins, ma soeur, les professeurs qui m'ont beaucoup aidé. Fait que pour moi, la résilience, peut-être ça résume de tous ces sentiments-là. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500.
Les spectateurs comprennent bien, là, si vous lirez le livre de Antaï, là, tu es arrivé, on pourra parler de la traversée si tu veux tout à l'heure, mais tu es arrivé à Trois-Rivières à l'âge de 13 ans, avec ta sœur qui en avait 18. Oui. Tu ne parlais pas un mot de français. Et 5 à 6 ans plus tard, tu étais admis en médecine. C'est bien ça. C'est incroyable. puis, lorsqu'on lit le livre, tu parles de chance, mais effectivement, je ne sais pas si c'est le destin, je ne sais pas si tu crois au destin, mais la vie a mis sur ton chemin des personnes extraordinaires. Là, tu aurais pu rencontrer des personnes horribles, là, des bandits ou quoi que ce soit. Puis il y a plusieurs personnes, des professeurs, puis notamment Sœur Brigitte, qui t'a pris sous son aile, puis qui a décidé que tu apprendrais le français. Là, si tu me parles un peu d'elle, là, je trouvais que c'était un personnage marquant. Là, j'essayais de l'imaginer, là, même physiquement. Oui, c'est sûr que si sans Sœur Brigitte, je pense que j'aurais jamais pu faire mes études aussi poussées. Comme je disais, comme tu as dit tantôt, que je suis arrivé à Trois-Rivières à l'âge de 13 ans. Je ne parlais pas français. Et puis, après 4 semaines d'immersion rapide pendant l'été, en septembre 79, on m'a envoyé à l'école secondaire. J'étais au 3e année au secondaire. C'était une année horrible parce que je ne parlais pas du tout français. J'étais extrêmement dépourvu. J'étais malheureux. Avec mon âge de 13 ans, je voulais être comme les autres, de me faire comprendre comme les autres, mais je n'avais pas pu. J'étais complètement ignorant du français. Au début de 4e année, je ne sais pas pourquoi, on a fait monter en 4e année. Pourtant, je n'avais pas de bulletin, je n'ai pas pu faire des examens. Et puis, par un concours de circonstances, on m'a présenté Sœur Brigitte, qui était pas loin où je demeurais, sa communauté, les filles de Jésus. Grâce à Sœur Brigitte Lefrançois, on a recommencé à zéro le français. Okay. Zéro. Et puis, à travers le français, mais il fallait aussi faire les devoirs à l'école. Elle était une patience extraordinaire. Et puis aussi une compréhension. Elle voyait que c'était impossible pour moi de faire un résumé d'un texte en français. C'est impossible. Elle voyait ça. Fait que, au début, elle le faisait. Et puis, je le recopiais. Il reste qu'à travers ça, elle insistait quand même l'importance pour moi de comprendre et d'apprendre ce qui est fait. C'est pas juste de copier le texte, mais quand même de comprendre le plus que je pouvais. Et puis, le soutien a duré quand même 2 ans et demi. Et puis, elle voyait aussi que j'étais sérieux, j'étais studieux, je voulais apprendre. Fait que tous les éléments étaient alignés pour que mon parcours soit quand même assez bien réussi, si on peut dire. Mais penses-tu que si tu ne l'avais pas rencontrée, ta vie aurait été complètement différente, disons? Même juste sans elle ou... Mais c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que j'étais tellement dépourvu, Jean-Pierre. Je ne savais pas le français. C'est sûr que je pense que je vais finir par apprendre le français, mais est-ce que j'aurais payé ce prix-là pour les retards de scolarisation ou bien moins d'ambition dans mes études? Tout est possible. Là. OK. Puis il y avait aussi certains professeurs, même les voisins dans le logement. On dirait qu'il y a eu seulement presque des bonnes étoiles sur ton parcours. Mais pour illustrer à quel point tu pouvais être dépourvu, il y a une image dans le livre. Puis
où tu te retrouves en train d'attendre l'autobus durant une tempête de neige, puis il n'y a pas d'école cette journée-là. Puis on a de la misère à imaginer ça jusqu'à ce que quelqu'un passe en voiture, puis te fasse signe, puis dise « Écoute, rentre chez toi, l'école est fermée. » Donc, j'imagine que des choses comme ça arrivait à tous les jours, de se retrouver, puis tu n'avais aucun repère au début. Mais c'est que maintenant, on peut dire que comme si on était un peu oublié, Jean-Pierre. Le fait que ma sœur était majeure, tout le service d'aide aux immigrants croyait que le fait que ma sœur est majeure, puis que moi, j'étais comme occupé par ma sœur, on était comme un petit peu ignorés dans tous les petits besoins, toutes les petites connaissances essentielles du quotidien. On restait dans une chambre, moi, avec ma sœur, puis on se débrouillait mieux qu'on peut. Toutes ces petites conventions-là, au début, je ne savais pas rien de tout ça. Fait que, c'est la première tempête de neige, je sortais, puis j'attendais l'autobus. J'attendais longtemps, puis j'étais pas bien habillé, parce que j'avais pas beaucoup de linge. Et puis, le voisin en face, à un moment donné, il me faisait signe avec des grands gestes pour me dire qu'il n'y a pas d'école. Fait que je retournais. Puis la concierge, Mme Mackenzie, qui restait au-dessus de nous, elle a pu comprendre que je n'ai rien compris, puis que je me suis sorti pour aller à l'autobus. Par le reste de notre séjour dans cette maison-là, elle faisait de son mieux pour nous aider, mais quand même, elle a sa routine matinale à faire le matin. Fait que souvent, je guettais, et puis là, j'attendais si elle va me dire quelque chose. Parce qu'on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de radio. Et puis, de toute façon, peut-être j'aurais pas pu non plus comprendre grand-chose, mais on était un peu oubliés, qu'on peut dire. Mais trouves-tu que c'est une lacune? En même temps, tu es reconnaissant envers le Canada pour t'avoir accueilli, mais il y avait des lacunes dans le processus d'accueil, finalement, un petit peu. Je ne sais pas si une lacune. C'était comme ça à Trois-Rivières dans ces années-là. C'était pas destiné pour recevoir des immigrants. Hein. On était un peu tout seul. Est-ce qu'il y avait des programmes dans ces années-là? Je n'en sais rien. Dans les années 80, 79, 80, mais je n'ai pas gardé d'amertume avec ça. Hein. C'est pour ça que ça fait des bonnes histoires à raconter, Jean-Pierre, maintenant. Mais dis-moi, ça a pris combien de temps avant que tu te sentes à l'aise, là, puis que tu aies l'impression que tu fonctionnais adéquatement dans la société dans laquelle tu avais abouti à Trois-Rivières? Là? Quelques mois ou quelques années? Des années. Des années, OK. Des années. Mais parce que d'abord, le français, l'apprentissage du français, ça a été long, ça a été tortueux, parce que j'ai perdu une année. Après ça, Brigitte est arrivée. On dirait que ces années-là, j'ai appris le français d'abord pour attraper mon retard à l'école. Et puis, je pense que aussi le fait qu'on était un petit peu seuls, moi et ma sœur. Hein, fait que de sorte que le sentiment pour dire à l'aise, puis tout ça, peut-être à l'université, au cégep un petit peu, mais au cégep, je ne faisais qu'étudier. Hein. Je ne faisais qu'étudier Jean-Pierre au cégep. Je ne faisais pas grand-chose. OK. J'étudiais tout le temps. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance.
Visitez notre site web au www.fairevelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Quand tu racontes ton livre, quand tu parles de ton pays, du Vietnam, est-ce que ce sont des souvenirs vraiment aussi précis que ce que tu décris dans le livre? Les odeurs, le jardin chez tes parents? Je me fais reprocher par ma famille que je me rappelle trop de choses. Mais ça me dit que c'est pas possible. C'est pas bon de se souvenir trop chaud. Mais j'ai une mémoire comme ça. J'ai une mémoire très, très profonde. C'est une personne, surtout une mémoire de visage visuel des gens. Je vois une fois, je vais me rappeler. Mm-hmm. C'est comme ça. Et puis aussi, mes parents, les premières années, ma mère est encore vivante, fait que le lien était encore très, très étroit. Mm-hmm. Fait que de sorte que tout ce que j'ai raconté dans mon livre, c'est quand même des images quand même très vivantes, très pérennes dans ma tête. C'est sûr que quand tu me demandes maintenant les amis, les copains de classe, là, j'ai quand même perdu beaucoup parce que je n'ai pas eu de contact. Mm-hmm. Ouais. J'essayais de comprendre par quel mécanisme. Il me semble qu'on ne verrait pas ça aujourd'hui. Là. Vous avez été comme séparés. Il me semble qu'aujourd'hui, on aurait tendance à garder tous les membres de la famille ensemble. Puis vous, votre famille a été éparpillée aux quatre coins du globe. Oui. D'abord, on est quand même partis quand même un peu séparément parce que ma mère avait peur qu'on ait des accidents fatals pendant la traversée, dans la fuite. C'est de sorte que sa stratégie, c'est de nous partir quand même de façon séparée. Les circonstances qui fait que de sorte que on n'a pas pu se regrouper par les politiques de l'immigration et puis aussi les circonstances qui n'étaient pas alignées. Toujours est-il que dans mon cas à moi, je suis parti du Vietnam avec mes deux sœurs. Une fois qu'on était dans le camp de réfugiés, on était un peu mal renseignés. De sorte que moi, à ma sœur qui avait 18 ans, on était comme une identité familiale. Puis ma sœur qui était déjà mariée avec un enfant, elle était non identité familiale. OK. Il n'y aura jamais fallu faire ces deux identités distinctes. Je pense que même dans ces années-là, les gens avaient quand même le cœur de fait quand même ne pas séparer les familles. On a passé l'entrevue au Canada. Les conditions qui fait de sorte qu'on n'a pas pu exprimer qu'on avait notre sœur avec nous au camp en même temps que nous. Fait que le représentant du Canada n'était pas au courant. Et puis, je suis certain qu'il n'aurait accepté ma sœur aussi, je pense, de venir au Canada avec nous, mais il n'était pas au courant. Puis, où est ta famille aujourd'hui, disons? Là, ma famille aujourd'hui, mon frère, celui juste avant moi, qui est 3 ans plus que moi, lui est parti à l'âge de 16 ans. Il s'est trouvé au Brésil pendant 2 ans. Après ça,
ma soeur qui était avec moi, mais qui n'a pas pu venir avec nous, elle est partie en Australie, elle a fait sa vie. Une fois en Australie, elle a fait venir mon frère du Brésil en Australie. OK. Mon frère aîné, qui était marié, lui, il était parti du Vietnam après nous. Et puis, au moment de partir du Vietnam, ma mère avait insisté pour qu'il vienne au Canada, peu n'importe la circonstance, pour nous rejoindre, pour vraiment ne pas nous laisser tout seuls. Il est arrivé à Montréal. Il a vu que les perspectives de travail étaient meilleures à Montréal, de sorte qu'il a décidé de rester à Montréal, puis de nous faire venir à Montréal pour vivre avec lui. OK. Sauf que nous, on était déjà installés à Trois-Rivières. On était bien dans notre petite vie, un petit peu une petite vie tranquille. Et puis aussi, je voyais que probablement j'étais dans un environnement francophone, peut-être ça pourrait m'aider dans l'apprentissage. Toujours est-il qu'on n'a jamais voulu déménager à Montréal pour vivre avec mon frère. OK. Te rappelles-tu, quand tu es arrivé au Canada, la première impression, là, le premier contact? Là, La richesse. Ah oui? Oui. OK. C'est comment le pays est riche, comment le pays est organisé. Je suis arrivé à Montréal le soir. On était à l'hôtel. L'hôtel, ça s'appelle... sur la rue Stanley, au centre-ville. Je ne me souviens plus le nom de l'hôtel. Et puis, le soir, le matin, j'ai regardé, j'ai vu des pingouins, c'était au mois de mai. J'étais un peu push-pay. OK. Oui. OK. Mais je n'ai pas sorti dehors. On était à l'intérieur, on attendait l'entrevue, pas une entrevue, mais on attendait comme une rencontre avec les représentants de l'immigration. Puis c'est là que les gens nous disent que nous, on doit aller à Trois-Rivières parce qu'il y avait des clauses de français qui devaient débuter sous peu pour ma soeur. OK. Fait que le lendemain, on était embarqués dans l'autobus on était comme une trentaine de Vietnamiens. Arrivé à Trois-Rivières, puis on est resté à l'hôtel, un point de transit, un motel, un point de transit pendant presque un mois dans notre situation à nous, avant qu'on puisse trouver une chambre, et puis qu'on était logé là pendant 2 ans dans la chambre. Quand dans le livre, tu parles qu'à l'école, au secondaire ou au cégep, tu as quelques collègues de classe qui sont d'origine vietnamienne, mais le souvenir que j'en ai, vous ne vous parlez pas beaucoup... C'est curieux. Non. Il me semble que j'aurais eu tendance à me lancer sur quelqu'un qui parle ma langue pour me rassurer ou pour partager, je sais pas. Je pense, si on était adolescents, même les Vietnamiens qui étaient avec moi, qui maîtrisaient déjà bien le français, n'étaient pas très... enclin à établir une relation. Je pense qu'on avait tout le goût d'être là, intégrés dans un groupe, dans une gang. Fait que de sorte que pourquoi aller voir des nouveaux, des inconnus, un peu ignorants. OK. Fait que je pense que je sais pas, il y a un sentiment d'être comme ne pas déranger. Ah, c'est drôle. Mais dis-moi, j'aimerais ça que tu me parles aussi de tes parents ne sont pas partis avec vous, d'abord. Pour quelle raison? C'est à l'époque, parce que... Mais à l'époque, là, c'est tous des réseaux clandestins, hein, de bouche à oreille, comme je pense que j'ai bien expliqué dans le livre, tout ça, de bouche à oreille. Fait que de ça que on peut pas organiser sortir toute une famille comme ça parce qu'au risque de se faire arrêter par les communistes, c'était
totalement fermé dans ces années-là, Mhm. de sorte que, pour cette raison-là, que mes parents jamais voulu, jamais pu partir avec nous en même temps. OK. Et puis aussi, il reste que les grands-parents étaient encore là, âgés, besoin d'aide. Mes parents pensaient venir nous rejoindre plus tard, mais ils ne se sont jamais réalisés ce souhait-là. Mhm. Tu parles de ta mère qui était malade vers la fin du livre, puis tu parles peut-être un peu moins de ton père ou Oui. qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ben, c'est-à-dire que mon père, c'est pour le 12e livre, le OK. sujet du 12e livre. OK. Est-ce que ton père est encore vivant? Non, mon père est décédé il y a 5 ans. OK. Il avait vécu quand même jusqu'à 88 ans. OK. Ma mère est décédée. Entre-temps, mon père a refait sa vie. Il est venu au Canada nous rendre visite là 3 fois. Mais il a vite réalisé que sa vie était au Vietnam, OK. pas au Canada. OK. Ouais. Donc, pour lui, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à venir vous rejoindre. Non. OK. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Puis, tu racontes également dans le livre là, que tu fais tes études, puis finalement, tu rattrapes ton retard en français, puis là, tu envisages d'entrer en médecine, puis tu hésites ou tu n'oses pas le dire à tes parents. C'est quand même... tu avais comme peur si tu échouais ou de décevoir tes parents. Ou, Ben oui, parce que, tu sais, je vivais beaucoup au jour le jour, Jean-Pierre. Tu sais, tout ce qui m'arrivait dans ces années-là, on dirait que c'est toujours comme des cadeaux tombés du ciel. Tu sais, je ne m'attendais pas à toutes ces choses-là OK. qui ont pu m'arriver comme ça. Fait que de sorte que, tu sais, j'ai fini secondaire, tu sais, je dis, bon, je ne savais pas trop quoi faire, je me suis inscrit en centre de la santé, après ça, je suis accepté en médecine. Fait qu'une fois rentré en médecine, mais là, je n'osais pas dire à personne parce que je savais que les études étaient pour très, très chargées, les études étaient très demandantes, puis... fait que je gardais pour moi, je voulais pas quand même décevoir mes parents si jamais que pour une raison que je ne pouvais pas y arriver. Puis, as-tu trouvé ça difficile, les études en médecine? Ou à Oui. ce moment-là, tu avais rattrapé comme un peu ton retard linguistique, si on peut le dire comme ça? Oui, j'ai rattrapé, oui. Mais par contre, j'ai attrapé d'autres malades. C'est que ma mère est tombée malade entre-temps. Et puis, je traînais ça avec moi pendant tout le reste là, de mes années en médecine. C'était des années extrêmement difficiles. Oui, que je n'ai pas parlé dans mon livre. Puis, pourquoi le choix de l'anesthésie, disons, là, si on va un peu dans le fin détail? Ou... j'ai fini mes études. Je voulais aller, j'ai hésité. D'abord, la médecine famille ou bien la médecine interne. OK. La médecine famille, je trouvais que une pratique extrêmement exigeante qui demande une grande échelle de connaissances, un grand éventail. Je trouvais que je ne pouvais pas être là bon dans tout, puis j'ai peur de ne pas y arriver. Fait que j'ai fait 1 an et demi de médecine interne, puis je voulais aller en néphrologie. J'ai fait ça, c'est encore plus dans le détail. Oui, je suis allé en néphrologie parce que c'est de la pathologie, la physiologie rénale me passionnait beaucoup. Mais quand j'ai vu la clientèle et l'engagement que les néphrologues peuvent avoir, je dis, encore là, c'est beaucoup demandant. Okay. Fait une amie en anesthésie m'a suggéré d'aller faire un stage en anesthésie, de me cerner un peu concernant ma carrière. Fait que j'ai fait l'anesthésie. OK. Pas de regret? T'es content de ça? Ou... Pas de regret. Okay. C'est sûr que dans toutes les spécialités, il y a des avantages, des inconvénients. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis beaucoup
reconnaissance aussi envers ma carrière d'anesthésie. Pas de regrets. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dis-moi, es-tu retourné au Vietnam depuis 40 ans, oui? Oui. Plusieurs fois? Plusieurs fois, parce que mon père était vivant. Okay. Et puis aussi, j'ai 2 enfants. Je voulais quand même découvrir un petit peu mon pays, surtout mon village. Hein. C'est un village perdu, hein, comme j'ai écrit dans le livre. C'est de nulle part. Tu n'y vas pas là, parce que, à moins que tu aies la parenté, c'est un trou, là. Et c'était mon cas du pays. Et puis, fait qu'on est retourné pour rendre visite à mon père. Puis, la maison familiale. OK. Dis-moi, Antaï, avec le recul, là, quand tes parents vous ont incité à quitter le Vietnam, est-ce que c'était pour sauver votre vie ou pour avoir une meilleure vie? Oui. D'abord, mes parents, ils n'ont jamais incité. Hein. Ils n'ont jamais... c'est mon frère, lui, qui est 3 ans plus âgé que nous, qui a 13 ans, qui a réalisé que sa vie, présentement au Vietnam, dans ces années-là, mène à nulle part. Il a beaucoup incité pour que mes parents lui trouvent un réseau de passage, un réseau de clandestins pour partir. Puis lui est parti, il a réussi. Et puis là, c'est ma sœur qui était mariée, qui voulait partir. Et puis, par une circonstance exceptionnelle que moi et ma sœur, qu'on a pu rejoindre notre autre sœur pour partir du Vietnam. Mais mes parents nous ont laissé partir avec beaucoup de regrets. J'imagine. Évidemment, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Ouais. Puis, avec le recul, là, 40 ans plus tard, penses-tu que tu aurais pu finalement vivre au Vietnam ou... être heureux au Vietnam? Ou... Mais c'est-à-dire que si je n'ai pas parti du Vietnam, si j'aurais dû vivre au Vietnam, heureux, je dirais non. Non? Parce que quand tu vois tous les concitoyens, tous les autres Vietnamiens ont pu partir du Vietnam pour avoir une vie meilleure, pour trouver, on dirait comme un paradis sur terre, en dehors du Vietnam, j'aurais passé ma vie à regretter. Non, je ne serais pas heureux, puis je ne serais jamais pu m'instruire comme ça, Jean-Pierre, parce qu'on vivait dans le trou. Le mieux que je pouvais, je pense, c'est être cultivateur, un petit lopin de terre. Puis, mais en même temps, si tu avais été cultivateur, tu n'aurais jamais su que tu aurais pu être anesthésiste. Il y a comme un... Oui, mais encore là, un cultivateur, quand tu ne peux pas garder tes récoltes dans ces années-là, parce que il faut tout amener à des coopératifs, encore là, peut-être j'aurais jamais pu comparer une vie de cultivateur avec une vie d'anesthésiste, mais j'aurais jamais pu comparer une vie cultivateur avec une vie d'un citoyen ordinaire, mais satisfait, heureux. Dis-moi, Antaï, avec tout ce que tu as vécu, là, quand tu regardes on va les appeler les Québécois de souche, se plaindre pour des banalités, avec le temps, toi, quel regard portes-tu là-dessus? Là? Trouves-tu qu'on est, entre guillemets, parfois un peu chialeux? Ou, Non, je ne dirais pas ça. Non.
je dirais pas ça. Non. C'est dans toutes les sociétés, il y a quand même une variété de priorités. Et puis aussi, on vit dans un pays riche. C'est normal que les gens sont exigeants. OK. On vit dans un pays où il y a l'égalité, où il y a une justice. C'est normal qu'on exige un minimum de justice, un minimum de légalité, un minimum de dignité. Fait que je ne penserais pas qu'on soit plus charleux. Même, je trouvais que les nouvelles générations extrêmement bienveillants. Je les trouvais très, très bien, les jeunes. OK. Concerne de l'environnement, concerne de l'autre. Non, je suis optimiste. OK. Ah ben écoute, c'est extraordinaire. Écoute, dis-moi, as-tu une devise ou as-tu... C'est une devise. Non, je n'ai pas de devise, mais je dis, il faut toujours travailler, puis il faut garder l'espoir. Et puis, je crois beaucoup à la fraternité de l'humanité. OK. Je crois à ça. Fait que, comme je dis, je suis optimiste. Fait que je n'ai pas de devise. Ah ben c'est une forme de devise là, qu'il faut travailler puis rester optimiste. C'est très bon. Dis-moi, as-tu, par curiosité, un plus beau souvenir dans ta carrière médicale, quelque chose là, qui ressort un peu de l'ordinaire? Ou, Mais je n'ai pas des bons souvenirs extraordinaires, mais j'ai plein de souvenirs, des bons souvenirs ordinaires. Quand un chirurgien comme toi, les collègues chirurgiens qui viennent, qui me disent, Antaï, je suis content que tu es là, on a fait un bon travail pour notre patient. Ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Puis ça, c'est des souvenirs que j'en ai des tonnes, que je garde en moi, avec chacun des visages qui va rester marqué. C'est sûr que j'en travaille dans l'ombre. Les gens apprécient plus ou moins de façon précise de mon travail, les patients. Mm-hmm. Mais les collègues, surtout les collègues en chirurgie, les collègues des soins intensifs, les collègues anesthésistes, quand ils viennent me dire que j'ai fait un bon travail. Mais ça me fait doublement plaisir. Mm-hmm. Mais le fait d'être moins impliqué, comme tu dis, qu'on connaisse moins ton travail, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de collègues anesthésistes qui apprécient ça, moi, le côté un peu anonyme. Au niveau de la gestion du travail, on en est conscient. Là, en général, on dit que quand l'anesthésiste sort de l'hôpital à 4 heures, sa journée est terminée. Il y a moins de dossiers, il n'y a pas de patients à appeler, il n'y a pas tout ce qui constitue un travail peut-être plus d'un médecin qui est en clinique. Là, ou... Oui. Non, quand je parle de volet travail anonyme, je parle aux yeux du public. Mm-hmm. Je parle aux yeux de la population. Mais dans le système de santé, je pense que nous, on a chacun un travail à accomplir. Je pense chacun a un rôle à jouer pour que notre système de santé soit adéquat puis soit compétent. Mm-hmm. Fait que ce côté-là, non, je pense que les gens choisissent les spécialités de façon quand même optimale. Mais quand je parle pour moi, c'est que j'ai un travail dans l'ombre. Ça fait que de ça que je dis, pour bien apprécier, ben, je pense que ça prend des gens qui connaissent bien le domaine. Puis je dis que les collègues, normalement, quand ils trouvent que nous, les anesthésistes, on fait un bon travail, ils viennent nous dire qu'on fait un bon travail, bien ça nous fait beaucoup plaisir. Serais-tu d'accord avec l'affirmation que les anesthésistes sont payés plus pour ce qu'ils savent que pour ce qu'ils font? Aïe, Seigneur, c'est un gros sujet, Jean-Pierre. Un gros sujet. Mais, c'est comme à tous les jours, Jean-Pierre, là, je dis toujours. Parce que... Écoute, je sais pas si, mais je dis pas ça je dis pas ça par manque de respect parce que je compare ça un peu à un pilote d'avion. Puis j'ai eu en entrevue un pilote d'avion récemment, puis il dit, écoute, c'est un pilote de ligne, il dit, on fait à peu près rien, là, je veux dire.
On décolle l'appareil, on est sur le pilote automatique, mais quand ça va mal dans un cockpit d'avion, on a quelques secondes pour réagir. Puis l'anesthésie, dans certains égards, pas juste ça, là, l'anesthésie, c'est pas juste endormir des patients, là, c'est la clinique de douleur, c'est l'analgésie post-opératoire, mais dans un bloc opératoire, tu l'as vécu des centaines de fois dans ta carrière, quand ça va mal, l'anesthésiste, je veux dire, c'est comme un réflexe du tronc cérébral, c'est instantané la réaction que vous avez pour sauver la vie du patient, je sais pas, tu sais. Donc, je dis pas ça avec mépris, au contraire, je dis ça parce que c'est comme ça, l'anesthésie, 99% du temps, ça va très bien. Je pense que oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Aussi, dans les, peut-être je pourrais parler peut-être dans 5 à 10% des circonstances où on a besoin vraiment des connaissances médicales de l'anesthésiste. C'est là qui fait la qualité de notre système de santé. C'est là qui fait la qualité de nos gestes là, quotidiens. Dans les 10% là qu'on a pu éviter une complication majeure ou bien traiter une complication majeure. Exactement. Qui fait de sorte que l'issue final est heureux et bienveillant. C'est là qui fait de sorte que notre métier dure si longtemps et puis que notre travail est reconnu de plus en plus comme essentiel. Tout à fait. Mais tu as raison de dire que oui, dans la majorité des cas, mes collègues techniciens, inhalothérapeutes peuvent le faire, mais c'est dans l'exigence de soins de santé de qualité, on est comme ça. On fait ça pour nos parents, on fait ça pour nos voisins, on fait ça pour nos concitoyens. Puis, ouais. Avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, là, je veux dire, tu as failli mourir à l'adolescence, puis là, tu es encore là aujourd'hui en pleine santé. Mais c'est quoi pour toi la santé, disons, avec la vie que tu as vécue, là? La santé, c'est un état de bien-être mental et physique. La santé, c'est un équilibre des besoins physiques et des besoins mentaux. Puis pour moi, c'est être en santé, c'est être bien dans sa peau, être là, physiquement, mentalement. Je pense. Oui. Il y a une question que je pose parfois à mes invités, c'est en vieillissant, est-ce que tu as plus peur du déclin de tes fonctions physiques ou cognitives? Oui. Lequel des deux? Les deux. Mais lequel que tu... Mental. OK, c'est ça, ouais. Parce que je voulais écrire d'autres livres. OK. Puis que je voulais t'en vendre d'autres livres dans le futur. OK, donc... Et puis... C'est bien. Écoute, on aura peut-être l'occasion d'écrire quelque chose ensemble. Écoute, à la fin de l'entrevue, il y a souvent une section baguette magique. Donc, je te laisserai, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui par magie, ce serait quoi? Mais le Santé Québec là, est à la mode. Là. J'aimerais ça, Santé Québec, soit complètement apolitique. OK. J'aimerais ça, Santé Québec, là, c'est un organisme de décision qui va axer sur les 3 actes principaux, c'est-à-dire la prévention, le bien-être de la petite enfance. Après ça, c'est le traitement. Puis après ça, c'est le bien-être du 3e âge. Avec tous les besoins associés à ça pour le parcours d'un être humain, un parcours d'un citoyen québécois, soit le plus géré, le mieux géré, le plus en santé possible depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ça, c'est de moi. À chaque année, on va louer cet organisme-là. Je ne sais pas, moi, 50 milliards. Et puis, je regarde que le gouvernement, la population, c'est ça nos exigences. Et puis, livre-nous ce qu'on vous demande. Et puis, si ça n'arrive pas, c'est quoi les problèmes? Comment on va les régler? Penses-tu qu'il y a des chances que ça arrive? Moi, je pense que c'est impossible, mais... je rêve. Okay. Mais
je continue à rêver parce que le bien-être de nos citoyens me tient à cœur. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde que tu aimerais rencontrer, là, ta rencontre de rêve, disons, là, ce serait qui? Ben, c'est, je pense que quand j'étais à Trois-Rivières, je finissais mon salon de dessin, j'ai été voir le film Gandhi. J'étais bouleversé. Et puis, à travers mes examens de fin d'année, j'ai lu sa biographie écrite par M. Lapierre, Dominique Lapierre. Je ne comprenais pas tout ce qu'il écrivait, mais quand même, je comprenais l'essentiel parce que cette histoire-là m'inspire jusqu'à maintenant. OK. Et puis, c'est quelqu'un qui, je dirais même, que je pense quand je suis en cours d'inspiration. Okay. Ça, c'est mon modèle infaillible. Excellent. C'est un bon choix. C'est la première fois que j'ai un invité qui choisit Gandhi, donc un nouveau nom palmarès. Antaï, je te laisse le mot de la fin en conclusion. Mais merci pour l'entrevue. Et puis, je suis d'abord te remercier infiniment de me mettre là en contact avec l'éditeur, M. Jacques Larouche, tu sais très bien. Et puis, aussi d'avoir lu mon livre, puis d'aimer, puis d'être touché. J'ai fait mon possible pour partager une histoire qui est un peu pas ordinaire, mais qui a plein de connotations, gratitude et reconnaissance. C'est bien, écoute, Antaï, au plaisir donc de lire peut-être le tome 2, mais je le recommande donc à tous les auditeurs. Ça s'intitule « La mère des incertitudes » et c'est écrit par Dr. Antaï Lee, qui est anesthésiologiste aux éditions DLL Presse. Antaï, merci. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.